Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Gustave Caillebotte, 1848-1894. Homme au bain, 1884. Huile sur toile, Musée des Beaux-Arts de Boston. Ce tableau possède un pendant, homme s'essuyant la jambe, une toile inachevée que l'on peut consulter ici en activant le lien contenu dans le texte de ce podcast. Les deux toiles, Homme au bain et Homme s'essuyant la jambe, datent de 1884 et représentent exactement le même homme dans la même salle de bain, avec la même baignoire de cuivre et la même chaise paillée, mais en train de s'essuyer la jambe, alors que celle-ci le représente s'essuyant le dos au sortir de sa baignoire. Les traces de ses pieds mouillés sont d'ailleurs encore visibles sur le parquet, illustrant le souci de réalisme méticuleux des représentations de Gustave Caillebotte. Ces deux toiles sont la suite l'une de l'autre, comme deux séquences d'un film qui aurait été détaché. Le fait que Caillebotte ait voué un véritable culte à la photographie naissante, qu'il considérait comme un art à part entière, n'y est évidemment pas étranger. Depuis que cet homme au bain a pu être montré au public, après le décès du peintre, car ni l'une ni l'autre des deux toiles n'ont jamais été exposées publiquement, à peu près tout et n'importe quoi a été dit à leur sujet. Pour les uns, elles exprimeraient le désir homosexuel refoulé de Gustave Caillebotte et la volonté de le mettre à distance en lui donnant corps sur une toile. Pourquoi pas ? De fait, bien qu'ayant une compagne de longue date, Charlotte Berthier, Gustave Caillebotte ne s'était jamais marié et n'avait jamais eu d'enfant, ce qui n'était pas fréquent pour un homme de la bonne bourgeoisie et bien fait de sa personne qui plus est. De quoi enflammer les esprits, même si rien de concret n'est jamais venu étayer jusque-là cet embrasement. Ce qui est certain en tout cas, c'est que Caillebotte savait que ces toiles ne seraient pas exposées de son vivant. Il a tenté de le faire, mais ça n'est pas arrivé. Ainsi, cet homme au bain, peint en 1884, ne sera exposé entre guillemets que 4 ans plus tard, à Bruxelles, dans le cadre de l'exposition des vins et dans des conditions extrêmement contraignantes. En effet, les organisateurs ayant jugé le traitement du sujet trop réaliste, voire même vulgaire, ils décidèrent de ne pas la montrer au public, mais de l'exposer uniquement devant un groupe d'experts, dans le secret d'une salle fermée au public. Il faut chercher la raison d'une telle prudence dans la signification du nu masculin au XIXe siècle. Même si le nu masculin était courant dans la peinture depuis la Renaissance, sa représentation en était extrêmement codifiée, concernant uniquement des héros antiques, des figures allégoriques ou mythologiques et des études académiques. Le nu masculin devait être alors l'expression par excellence de la force et de la puissance d'une musculature obéissante aux normes. Par contre, il devait se garder de représenter un homme anonyme dans une situation banale ou féminisante. Et, précisément, le bain était considéré en ces temps comme un acte trop féminin pour être appliqué à un homme. Où faites-vous votre toilette ? Ah ben dans l'évier, à la cuisine. Je fais dans l'entrée, où il y a un lavabo. Je vais aux douches, tous les samedis. Oui, mais tous les jours. Au lavabo. Dans la cuisine ? Dans la cuisine, oui. Si la pose de cet homme était jugée érotique, pouvant évoquer la sensualité d'un corps, alors là, on basculait dans le scabreux. C'est dire l'avant-gardisme de ces deux toiles de Caillebotte qui nous paraissent aujourd'hui très académiques. Certains peintres s'étaient déjà aventurés dans ces domaines en peignant certains genres de bains. Ainsi, David, dans sa Mort de marin en 1793, bien qu'il se soit agi là d'un tableau historique, un pas supplémentaire fut franchi par Frédéric Bazille, jeune créateur du mouvement impressionniste, qui peignit en 1869 sa scène d'été où les baigneurs, représentant des pêcheurs nus sortant du bain, se référaient aux virgiliennes évocations des bergers antiques jouant du pipeau dans les prés. Mais le subterfuge ne fonctionna guère, et la toile fut refusée au salon de 1869 pour indécence. Dans ces deux tableaux de Caillebotte, c'est encore pire.
De quoi s'agit-il? De voyeurisme, dira-t-on à l'époque, comme si l'acte de peindre, en général, n'était pas entièrement œuvre de voyeurisme. Ici, tous les objets ramènent le regard à ce que les bonnes mœurs s'interdisaient de contempler. Le dos est caché par la serviette qui le frotte vigoureusement, mais les fesses, bien rondes, sont au centre de l'œuvre. Et la stupeur saisit le spectateur de l'époque, l'expert en l'occurrence, lorsqu'il aperçoit le scrotum dépassé à peine de l'entrejambe. Ce petit centimètre carré sombre va faire paniquer toute la bonne société des experts parisiens de l'époque, d'autant que la forme oblongue de la baignoire n'est pas, elle-même, sans évoquer, pour certains, un phallus tendu. Pâté de campagne, de foie, de lièvre. Préparés avec le plus grand soin, ils ont un bon goût de porc, de foie, de lièvre. Alors c'est bon? C'en est trop. Du voyeurisme de bas étage éructent les uns, d'une vulgarité rarement atteinte s'époumonent d'autres, sans compter que ce corps sans visage, dans les deux toiles, offre toutes les caractéristiques du corps, objet, sur lequel on peut se décharger de tous ses fantasmes. Oh my god! Mais ne pourrait-on pas imaginer plus simple, comme par exemple que ce tableau puisse s'inscrire dans la représentation que Caillebotte adorait donner des progrès et des mouvements de son temps, par lesquels il était littéralement fasciné. Demain, c'est un mot qui n'est pas très précis, mais il faut croire que tous les Français posséderont un jour une salle de bain parce que c'est un élément d'une telle importance dans la vie quotidienne que, puisque les Français ont été capables d'avoir peut-être trop tôt l'automobile pour chacun, eh bien un jour ils auront de la même manière la salle de bain pour chacun. À la suite des découvertes de Pasteur, en effet, l'hygiène devint non seulement une protection contre les microbes, mais aussi un puissant symbole de la civilisation du progrès. Caillebotte, enfin un observateur de son époque, peut-être a voulu simplement se faire le promoteur de ces bains fréquents qui jusque-là suscitaient tant de méfiance et que Pasteur recommandait si chaleureusement. 22% seulement d'hommes qui font une toilette quotidienne et 38% de femmes. Voilà quelques-uns des chiffres d'un sondage qui nous accuse, paraît-il, de ne pas être très regardants, nous Français, sur notre hygiène corporelle, et qui nous place loin derrière les Anglais, les Suisses bien sûr, et les Allemands. Ces deux toiles pourraient être comme ces images pédagogiques qui fleurissaient dans les écoles d'alors, montrant exactement comment frotter son dos pour en enlever les résidus de saleté inaccessibles avec un gant de toilette, comment se frotter les jambes et les pieds pour obtenir aussi un résultat de propreté optimal. Qu'est-ce qui se salit le plus? Les pieds. Qu'est-ce que vous lavez le plus? Les cheveux. Non, pas moi, je sais pas. Et les mains? Ouais, les mains un peu. Et les dents? Ouais. Ah, aussi, ouais. Vous prenez des douches souvent? Moi? Ouais, t'entends. Après la mort de l'artiste, Homme Bain est en possession de la famille de son frère, Martial, dont les descendants la vendent en 1967 à la galerie Laurenceau de Paris. Elle est revendue la même année au collectionneur Samuel Józefowicz, qui demeurait à Lausanne, et elle est achetée en juin 2011 par le Musée des Beaux-Arts de Boston, où elle est actuellement visible. Quant à Homme s'essuyant la jambe, il ne quittera jamais les collections privées.